On considère que le meilleur moyen de protéger les enfants et les jeunes, c'est de les avoir à l'école. On the roads of exile. على طرق المنفى. Sur les routes de l'exil. Bienvenue dans le podcast du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Je m'appelle Céline Schmitt, je suis porte-parole du HCR en France. Et au fil des épisodes de ce podcast, je vais vous emmener à la rencontre d'invités engagés aux côtés de personnes déracinées à travers le monde. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons Charlotte Berquin, spécialiste de l'éducation au sein de notre représentation régionale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Dans le cadre de ses fonctions, Charlotte se rend très régulièrement sur le terrain à la rencontre des jeunes déracinés, des jeunes réfugiés, pour soutenir des projets d'accès à l'éducation primaire, secondaire, mais également l'enseignement supérieur. Bonjour Charlotte. Bonjour Céline. Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct de Dakar, où vous êtes basée, pour nous parler un peu de votre métier, mais aussi de quels sont les défis en matière d'éducation dans la région dans laquelle vous travaillez et aussi les solutions. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer que fait le HCR en matière d'accès à l'éducation des enfants déracinés et pourquoi ce rôle est important ? Oui, alors, il faut réaliser que dans la région Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre, dans son ensemble, on a aujourd'hui plus de la moitié des enfants réfugiés, niveau primaire et secondaire confondus, qui ne sont pas à l'école. Et on constate qu'il y a une chute très importante du nombre de réfugiés scolarisés, plus on augmente de niveau scolaire. C'est-à-dire qu'au primaire, on est à peu près à 60% d'enfants réfugiés à l'école, et quand on arrive au secondaire, il n'y a plus que 15% d'entre eux qui arrivent à continuer. Et encore, ça, c'est un chiffre, une estimation sur la région, mais ce qui veut dire que dans les pays les plus pauvres, dans les pays les plus touchés par les conflits, on est encore en dessous de ce taux, donc moins de 15% des jeunes qui arrivent à l'école secondaire. Et on aura peut-être l'occasion après de revenir, de parler un peu plus en détail du supérieur, mais quand on va au supérieur, c'est encore pire, on est à peine plus d'1% des réfugiés qui accèdent au supérieur. Donc, le HCR travaille pour que les enfants déplacés de force puissent être, dès le départ, intégrés dans les systèmes éducatifs nationaux des pays d'asile. Pourquoi est-ce qu'on insiste beaucoup sur cette inclusion dans les systèmes éducatifs nationaux des pays d'asile ? Parce que d'abord, ça leur permet d'étudier sur un pied d'égalité avec les enfants dans les pays, avec les enfants nationaux de ces pays. Ensuite, parce que c'est le meilleur moyen et le seul moyen que les enfants déplacés, réfugiés puissent avoir accès à une formation qui soit reconnue, qui soit certifiée, qui soit de qualité, contrôlée par les ministères de l'Éducation des pays d'asile, qui puissent avoir accès aux examens nationaux, qui est le seul moyen pour qu'ils puissent continuer leur cursus éducatif. On sait que malheureusement aujourd'hui, les enfants qui sont en situation de déplacement, ils risquent de passer l'intégralité de leur scolarité en dehors de leur pays d'origine, dans leur pays de premier asile ou dans un pays de deuxième asile. Et donc, la seule possibilité pour qu'ils puissent continuer leur cursus, c'est qu'ils puissent être intégrés dans les systèmes éducatifs nationaux comme les enfants du pays d'asile. Un point qui est important aussi dans l'action du HCR, c'est l'objectif du HCR, c'est d'assurer que, en situation de déplacement forcé, les enfants ne passent pas plus de 3 mois en dehors de l'école. Donc, l'idée, c'est vraiment que après les 3 mois, les 3 premiers mois du déplacement, on arrive à ramener les enfants à l'école. Pourquoi ? Pour 2 raisons essentielles. D'abord, parce que l'éducation, c'est le meilleur outil de protection des enfants déplacés. Et le HCR, en tant qu'agence de protection des populations déplacées, met vraiment l'éducation au cœur de son mandat de protection, parce qu'on considère que le meilleur moyen de protéger les enfants et les jeunes, le meilleur moyen de faire en sorte qu'ils soient pas soumis à des abus, à de l'exploitation forcée, à des violences basées sur le genre, au recrutement forcé, etc., c'est de les avoir à l'école.
Et ensuite, évidemment, l'objectif, c'est que, au-delà de pouvoir les ramener à l'école le plus longtemps possible, c'est de mettre en place tout un tas de programmes d'accompagnement pour que ces enfants puissent aussi progresser à l'école, qu'ils soient soutenus de manière appropriée, qu'ils soient soutenus en fonction de leurs besoins spécifiques, donc en fonction du genre, par exemple, mais aussi en fonction du handicap, qu'on puisse prendre en considération tous les besoins et toutes les spécificités des enfants déplacés pour non seulement leur permettre d'accéder à l'école, mais aussi leur permettre d'y rester et d'y réussir. Charlotte, vous êtes actuellement basée à Dakar et vous couvrez un certain nombre de pays, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, des pays qui sont différents aussi. Dans la zone dans laquelle vous travaillez, il y a des pays qui sont en situation de conflit, des pays où des enfants ont été forcés de fuir et n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Quelle est votre mission particulière et quels sont les programmes que le HCR met en place dans la région, dans les pays, si vous avez des exemples précis aussi à nous donner? Oui, alors, ce qu'il faut savoir déjà sur la région Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre, c'est que c'est une région qui regroupe un certain nombre de pays parmi les plus pauvres du monde. C'est une région qui présente d'importantes difficultés structurelles en termes de développement. C'est une région dans laquelle on assiste à une récurrence des urgences humanitaires et c'est une région qui est particulièrement sensible aux conséquences du changement climatique. Donc, toutes ces difficultés qui s'additionnent entraînent des conflits, bien évidemment, entraînent de nombreux déplacements forcés. On est aujourd'hui à près de 12 millions de personnes en situation de déplacement forcé sur l'ensemble de la région, avec un petit peu plus de 6 millions d'enfants dans une situation de déplacement forcé, donc réfugiés, déplacés internes, rapatriés, demandeurs d'asile, etc. C'est également une région donc en proie à une insécurité grandissante et une insécurité qui cible de manière spécifique l'éducation. Pas uniquement, mais qui cible de manière spécifique l'éducation. Si on prend par exemple la région du Sahel central, mais aussi les régions anglophones du Cameroun, également certaines zones de la région du bassin du lac Tchad, l'éducation a été spécifiquement ciblée, attaquée par les groupes armés. On a assisté ces dernières années à une récurrence des attaques sur les écoles, des enlèvements d'enseignants ou d'élèves, des assassinats d'enseignants, toutes ces violences ciblées sur l'éducation qui ont fait que, à la fin de l'année 2021, on avait plus de 12 000 écoles qui étaient fermées ou non fonctionnelles dans la région à cause de l'insécurité. Donc, les difficultés spécifiques d'accès que les réfugiés peuvent avoir à cause des difficultés économiques qu'ils ont, à cause du fait qu'ils sont parfois situés dans des zones d'accueil qui se trouvent loin des écoles, notamment des écoles secondaires, etc. Toutes ces difficultés qui sont déjà là lorsqu'il n'y a pas une insécurité sont encore démultipliées par la situation d'insécurité qui existe et le nombre de fermetures des écoles. C'est important de dire aussi que c'est en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale que l'on constate les taux les plus élevés des mariages d'enfants. On est dans une région où plus de 4 filles sur 10 au niveau de la région ont été mariées avant 18 ans. Dans certains pays, comme par exemple le Niger, c'est plus de 70% des filles qui sont mariées avant 18 ans. Donc tous ces éléments contribuent aussi à faire que l'accès à l'éducation est difficile, que la continuité à l'éducation, notamment au niveau du secondaire, est difficile. Et ça, c'est encore démultiplié, évidemment, pour les réfugiés et les déplacés. Tout ce contexte régional se répercute bien évidemment sur l'accès à l'éducation pour tous les enfants, pas seulement les enfants déplacés réfugiés, mais l'ensemble des enfants. En Afrique francophone, on a encore moins d'un tiers des enfants qui sortent du primaire avec les connaissances nécessaires pour continuer au secondaire. On a des régions entières où l'école est seulement assurée par ce qu'on appelle les maîtres parents, c'est-à-dire des parents ou des membres de la communauté volontaires pour faire la classe aux enfants parce qu'il n'y a pas d'enseignants payés par le gouvernement pour pouvoir venir faire la classe aux enfants. Donc on est dans un contexte où l'éducation est déjà un secteur qui est
très extrêmement sous-dotées. C'est encore en Afrique francophone, c'est encore là où le montant des dépenses publiques pour l'éducation par enfant est le plus faible dans le monde. Vous parliez de la situation dans le Sahel. Effectivement, c'est une situation dont on parle très souvent d'un point de vue militaire aussi, d'un point de vue sécuritaire. On connaît moins la situation dans le Sahel d'un point de vue humain. Quelle est la situation des personnes déplacées et quelle est la situation des enfants en fait dans le Sahel. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu dans le Sahel et notamment ce qu'on appelle le Sahel central, donc le Niger, le Mali, le Burkina Faso, quelle est la situation actuellement des enfants et quels sont les défis auxquels ils font face en matière d'accès à l'école ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, la situation au Sahel central est dramatique à l'heure actuelle et s'est énormément détériorée sur les 2-3 dernières années. On était à la fin de l'année dernière à plus de 5000 écoles fermées seulement dans les 3 pays que vous avez mentionnés, donc Mali, Burkina Faso, Niger, et notamment sur la zone frontalière, la zone des 3 frontières entre ces 3 pays. Donc, ces fermetures d'écoles à grande échelle entraînent un grand nombre de risques de protection sur les enfants qui sont particulièrement exposés au travail forcé, mais aussi au recrutement forcé dans les groupes armés. On a noté ces dernières années une augmentation très inquiétante du nombre d'enfants recrutés dans les groupes armés dans le Sahel central. Des risques de protection aussi en termes de violences basées sur le genre. On a aussi, il y a des études très récentes qui ont démontré que les enfants, les élèves étaient extrêmement traumatisés par les attaques, par l'insécurité, par les déplacements à répétition et que cela entraînait des conséquences psychosociales effrayantes et avait des répercussions extrêmement négatives sur leur capacité de continuer à étudier, sur leur apprentissage, même dans les zones où les écoles sont ouvertes et où les enfants sont accueillis. Ils ont d'extrêmes difficultés à se concentrer, d'extrêmes difficultés à apprendre à cause du traumatisme qu'ils ont vécu. J'étais récemment en mission au Niger et au Burkina Faso et tous les enseignants disent la même chose. Ils disent on ne sait plus quoi faire face à ces enfants qui sursautent dès qu'ils entendent un sac plastique qui bouge dans la classe, qui se battent parce que ils sont extrêmement stressés et atteints par tout ce qu'ils ont vu, qui font des cauchemars, qui ne dorment pas la nuit et qui donc n'arrivent pas à se concentrer en classe le matin. Donc même dans les zones dites sûres où les écoles sont ouvertes, où les enseignants sont là, où les enfants peuvent aller à l'école, l'insécurité et le contexte sécuritaire a des répercussions énormes. Et vous parliez justement de risque davantage de grossesse précoce, de mariage précoce. Et je voulais justement vous poser une question spécifique à ce sujet. Quelle est la situation des jeunes filles, justement, en matière d'éducation à l'école? Est-ce que il y a une différence entre l'accès à l'éducation des jeunes garçons et des jeunes filles? Quels sont les risques additionnels pour les jeunes filles? Quels sont les défis additionnels? Et est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour une jeune fille qui vit dans le Sahel central d'aller à l'école? Si au primaire, on a à peu près une équivalence dans l'accès à l'éducation entre les filles et les garçons, il y a malheureusement un écart qui se creuse quand on passe au secondaire. J'ai parlé tout à l'heure du nombre de la proportion très importante de jeunes filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans dans la région. On sait que généralement, lorsqu'une fille est mariée, elle est sortie de l'école, ou en tout cas, si elle est mariée avant la fin du primaire, elle n'ira pas au secondaire. Donc, avec parfois 70% de filles mariées avant l'âge de 18 ans, on sait que très peu d'entre elles vont réussir à terminer le secondaire. Mariage précoce veut aussi très souvent dire grossesse précoce, et on sait que à partir de là, c'est extrêmement compliqué pour ces jeunes filles de pouvoir retourner à l'école. Il y a certains pays qui interdisent tout simplement aux filles enceintes de pouvoir aller au collège, par exemple, ou au lycée.
Et même lorsqu'il n'y a pas de barrière légale de ce type, simplement les conditions de vie font qu'elles n'en ont pas les moyens. Au sein des familles réfugiées déplacées, la précarité socio-économique induite par le déplacement fait que généralement ces tendances il y a un risque d'augmentation de ces tendances, parfois simplement parce qu'en fait, les familles qui n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de tous leurs enfants peuvent considérer que marier leur fille, c'est en fait un moyen de la protéger et de lui donner un moyen de subsistance que eux-mêmes ne peuvent pas donner. Donc, il y a tout un tas de facteurs très complexes dans cette dynamique, mais effectivement, la répercussion première qu'on constate, c'est que ces jeunes filles voient leur éducation arrêtée de manière abrupte et sans généralement aucune possibilité d'y retourner par la suite. Merci beaucoup, Charlotte. Quand on pense à la situation actuelle en matière d'accès à l'éducation, on pense aussi aux effets de la pandémie de Covid. Donc là aussi, on sait que les effets de la pandémie ont été encore une fois plus graves finalement dans les pays qui font déjà face à l'insécurité, à des conflits, voire au changement climatique, qui peut là aussi avoir des effets sur même l'accès à l'éducation des enfants. Quelles ont été les conséquences de la pandémie de Covid dans la région et peut-être plus particulièrement dans le Sahel ? Oui, alors effectivement, la pandémie de Covid et notamment les fermetures d'écoles qui ont été décidées en réponse à cette pandémie pendant un certain nombre de mois, notamment au cours de l'année 2020 et le début de 2021, sont venus se surajouter aux écoles fermées à cause de l'insécurité, aux écoles non fonctionnelles à cause des difficultés structurelles, etc. La difficulté supplémentaire pour les élèves déplacés réfugiés qui sont généralement dans des zones où il n'y a pas forcément d'électricité, pas de connectivité, c'est que les programmes d'éducation à distance, par exemple, qui ont pu être mis en place par certains ministères de l'éducation, étaient très peu accessibles par ces enfants réfugiés qui n'avaient pas les moyens ni de se connecter à Internet, ni d'avoir accès à un ordinateur ou même à un téléphone pour pouvoir suivre ces programmes. Donc là, par exemple, dans ce cadre, le HCR a travaillé pour essayer d'apporter des solutions innovantes et des outils différents pour assurer une continuité d'accès à l'éducation dans le cadre de la pandémie, mais ce sont aussi des choses qu'on met en place dans d'autres cadres, notamment lorsque les écoles sont fermées à cause de l'insécurité, par exemple. Donc, par exemple, dans le Sahel central notamment, mais aussi dans d'autres pays de la région, le HCR a distribué des radios solaires que les enfants pouvaient utiliser sans électricité, qu'ils pouvaient utiliser chez eux pour accéder aux programmes d'éducation radiodiffusés que les ministères de l'éducation ont mis en place pendant la pandémie de Covid. Donc il y a eu avec ça évidemment tout un tas de programmes d'accompagnement pour accompagner des mobilisateurs communautaires, des parents, pour s'assurer que les enfants pouvaient bien utiliser les radios, avaient accès aux programmes d'éducation et avaient une certaine continuité d'apprentissage, même pendant ces mois où les écoles étaient fermées, ce qui maintenait à la fois une routine, une stabilité et un cadre pour les enfants et qui leur permettait aussi de ne pas perdre un certain nombre d'acquis et de pouvoir espérer retourner à l'école lorsque celle-ci serait en mesure de réouvrir. Vous avez commencé à parler justement des actions du HCR dans la région. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le rôle du HCR en matière d'accès à l'école, d'accès à l'éducation des enfants déplacés, des enfants réfugiés? Quels sont les programmes que le HCR met en place ? Alors l'action du HCR, elle est multiple et elle se trouve à différents niveaux. Il y a d'abord un plaidoyer qui est fait donc auprès des ministères de l'éducation, mais également des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation dans les pays d'asile, des partenaires humanitaires, des partenaires de développement, pour que des programmes d'accompagnement et de soutien adaptés soient mis en place dans les écoles pour accueillir les réfugiés de manière durable. Comme je le disais tout à l'heure, il suffit pas de s'assurer que les enfants réfugiés puissent aller à l'école, mais il faut aussi qu'ils puissent y rester et qu'ils puissent y réussir.
Donc pour ça, ils ont besoin parfois de cours de langue quand ils ne parlent pas la langue du pays d'asile, mais ils peuvent aussi avoir besoin de cours de rattrapage ou d'éducation accélérée lorsqu'ils ont été déscolarisés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ou simplement des cours de soutien scolaire lorsque l'environnement familial n'est pas en mesure de les soutenir. Il s'agit aussi pour le HCR d'avoir des actions directes sur l'accès à l'éducation dans les zones d'accueil des réfugiés. Donc ça se traduit par des constructions de salles de classe, par des dotations en matériel scolaire, mais aussi par un appui financier direct aux ménages les plus vulnérables pour payer les frais de scolarité des enfants. On intervient également en formant les enseignants aux thématiques clés liées aux réfugiés, donc à l'éducation en situation d'urgence, la protection de l'enfance, le soutien psychosocial, toutes les thématiques liées à la prise en charge des enfants déplacés. On s'assure également on parlait tout à l'heure de la scolarisation des filles. Un point qui est important pour assurer la scolarisation des filles, c'est s'assurer que les infrastructures scolaires soient sûres et adaptées. Donc qu'elles disposent de points d'eau, qu'elles disposent de toilettes pour les filles, qu'elles disposent de ce genre d'installations qui nous paraissent très basiques, mais qui sont en fait essentielles pour que les jeunes filles puissent continuer à aller à l'école. On insiste aussi beaucoup, je disais tout à l'heure que le mandat principal du HCR, c'est la protection. Donc, dans nos interventions d'éducation, on insiste aussi beaucoup sur le lien entre éducation, protection de l'enfance, protection des violences basées sur le genre, etc. Donc, on fait de nombreuses campagnes d'information, de prévention, de formation auprès des enseignants, auprès des communautés et auprès des parents également pour prévenir, mais aussi savoir comment répondre à ce genre de violence. Donc, par exemple, on a lancé l'année dernière toute une campagne régionale sur la prévention et les réponses aux violences basées sur le genre, avec des posters, des audios, des petits livrets, des bandes dessinées, tout un tas de matériel qui est accessible en ligne d'ailleurs et qui peut être utilisé par le HCR, ses partenaires, mais aussi directement par les parents et les enseignants pour mieux accueillir ces enfants déplacés au sein des écoles. On a parlé d'accès à l'éducation primaire, on a parlé d'accès à l'éducation secondaire, qui est fondamentale, mais il y a aussi l'accès à l'enseignement supérieur, qui est un défi pour les réfugiés de façon globale. On sait qu'actuellement, il n'y a que 5% des jeunes réfugiés en âge d'avoir accès à l'enseignement supérieur qui ont accès. Vous mentionniez déjà tout à l'heure que ce ne sont que 1% des jeunes réfugiés qui ont accès à l'enseignement supérieur dans la région de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour permettre aux jeunes réfugiés de continuer leurs études et d'avoir accès à l'enseignement supérieur ? Oui, alors, on a aussi de nombreuses interventions qui ciblent les étudiants, c'est-à-dire les réfugiés, même s'il y en a peu, qui ont pu être diplômés du secondaire ou commencer le secondaire pour pouvoir les aider soit à avoir une formation post-secondaire, une formation professionnelle de qualité ou à accéder à l'université. Et pour cela, alors on fournit un certain nombre de bourses. Donc le plus gros programme de bourses dans la région Afrique de l'Ouest et du centre, c'est celui qui s'appelle le programme DAFI, financé essentiellement par l'Allemagne, mais aussi le Danemark, la République tchèque et un certain nombre de donateurs privés, qui nous a permis l'année dernière de financer près de 750 bourses pour des réfugiés pour qu'ils aillent à l'université. Mais on développe également un certain nombre de partenariats avec des universités à l'extérieur de la région, donc notamment en France, en Italie, en Allemagne, pour que, à travers la mise en place de couloirs universitaires et grâce à la générosité et au soutien de différentes universités dans ces pays, les étudiants de la région, les étudiants réfugiés de la région puissent bénéficier de bourses pour étudier à l'étranger dans ces pays et trouver éventuellement une solution durable dans ces pays ou dans un autre à la suite de leurs études. Une autre modalité qu'on essaie de développer donc à côté de ces couloirs universitaires vers des pays en dehors de la région dont j'ai parlé, ce sont des couloirs universitaires virtuels. Donc on travaille avec l'Agence universitaire de la francophonie notamment sur le développement d'un programme de couloirs universitaires virtuels qui va permettre en fait aux étudiants
tout en restant dans leur pays d'asile, de pouvoir avoir accès à des formations de licence, à des formations de master, dispensées à distance par des universités francophones dans le monde, avec un soutien dans leur pays d'asile, c'est-à-dire pour qu'ils puissent avoir accès à des ordinateurs, à des connexions Internet, etc., mais qu'ils puissent suivre ces formations entièrement à distance et obtenir malgré tout une licence, un master. Donc ça, c'est une autre option en parallèle des bourses physiques pour accéder à l'université directement dans les pays d'accueil et en parallèle des couloirs universitaires vers d'autres pays. C'est une autre façon de pouvoir assurer que les réfugiés puissent avoir accès à une éducation supérieure. Un défi aussi pour les jeunes étudiants et l'accès à un emploi, en fait, l'accès sur le marché du travail, avoir des débouchés après une formation. Pour aider, accompagner en fait les jeunes réfugiés dans leur démarche, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques qui sont mis en place par le HCR, qui sont mis en place dans la région pour justement donner un petit coup de boost et soutenir aussi les jeunes réfugiés dans cette démarche en fait de suivre des formations qui leur permettent d'avoir accès ensuite à un emploi? Oui, tout à fait. On essaye aussi de plus en plus de développer des partenariats innovants, notamment avec le secteur privé, par exemple, pour améliorer l'accès à une formation professionnelle de qualité et qui soit en lien avec le marché du travail local. Donc, on a développé, par exemple, un partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie et Simplon. Donc Simplon, qui est une start-up française, mais également implantée en Afrique de l'Ouest et qui forme les jeunes au métier du numérique. On a en ce moment au Burkina Faso une trentaine d'étudiants qui sont formés sur 6-8 mois au métier du numérique pour améliorer leur employabilité et pouvoir accéder au marché de l'emploi dans leur pays d'asile à la suite de cette formation. On a également lancé l'année dernière, avec le soutien de la coopération monégasque, un partenariat avec Bioforce. Donc Bioforce, qui est un centre de formation au métier de l'humanitaire, implanté en France et en Afrique de l'Ouest également, et qui va nous permettre, dans les années à venir, de former un certain nombre de réfugiés déjà diplômés ou avec déjà une expérience professionnelle, mais de leur apporter une formation professionnelle qualifiante supplémentaire pour qu'ils puissent travailler dans les métiers de l'humanitaire et donc participer aussi au processus qui les concerne, à la localisation de l'aide dans leur pays d'asile. Le travail du HCR est un travail de protection des réfugiés, mais aussi est un travail pour trouver des solutions pour les réfugiés. L'accès à l'éducation permet justement de trouver des solutions. Vous travaillez en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans une région où il y a beaucoup de défis pour les réfugiés. Est-ce que, malgré ces difficultés auxquelles vous faites face, vous restez optimiste? Est-ce que des solutions sont possibles? Oui, de l'espoir, il y en a. Oui, les partenariats existent. On a vu aussi ces dernières années que l'éducation, traditionnellement, ça a été un secteur qui a été très longtemps sous-financé dans la réponse aux urgences notamment. Mais on se rend compte que ces dernières années, ça prend beaucoup plus d'ampleur, on en parle plus, l'éducation est plus systématiquement mise en avant lors des réponses humanitaires. Ça reste insuffisant, ça reste grandement insuffisant si on regarde les financements qui sont attribués au secteur de l'éducation dans une réponse humanitaire dans son ensemble, mais il y a du mieux. Donc oui, il y a de l'espoir, oui, il y a du travail, il faut continuer à mobiliser aussi l'ensemble des bailleurs, etc., pour s'assurer que l'éducation soit considérée comme un outil de protection essentiel dès le début d'une réponse d'une urgence humanitaire. Et justement, par rapport à ça, effectivement, la mobilisation de l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs, et vous avez donné des exemples de partenariats avec des universités, avec les autorités, avec le secteur privé, avec des fondations. Que peuvent faire ces partenaires et que peuvent-ils faire en plus, encore aujourd'hui, pour permettre une meilleure réponse, pour permettre à plus d'enfants d'aller à l'école, permettre à plus de jeunes d'avoir des débouchés professionnels? Que peuvent-ils faire de plus? Qu'est-ce qui reste à améliorer? Chaque
partenaire, chaque bonne volonté dans le secteur de l'éducation peut apporter quelque chose en fonction de ses compétences spécifiques. Les étudiants eux-mêmes des universités peuvent, en étant sensibilisés à cette problématique-là, peuvent participer à la communication sur les besoins, mais même à la sensibilisation et à la mobilisation de ressources auprès du secteur privé. La transition éducation vers le marché de l'emploi reste encore un domaine où il y a d'énormes besoins. Et là, de nouveau, les employeurs, le secteur privé, les organisations, les fondations peuvent se mobiliser en fournissant des formations, mais aussi en étant sensibilisés à la thématique et en voyant comment est-ce que dans leur processus de recrutement, ils peuvent s'assurer que les spécificités, les compétences des réfugiés puissent être valorisées, puisqu'ils ont aussi des compétences propres, des choses qui peuvent être bénéfiques sur le marché de l'emploi de leur pays d'asile. Et vous avez été récemment au Niger, au Mali, donc dans des pays du Sahel central qui font face à des difficultés, comme vous le disiez, additionnelles liées à l'insécurité, des fermetures d'écoles, des conflits. Est-ce qu'il y a, lors de vos visites sur place, une histoire ou des histoires qui vous ont marqué en particulier ? Oui, alors il y en a plusieurs, mais une qui m'a particulièrement marquée récemment, et parce qu'on parlait tout à l'heure de l'éducation des filles, qui est parfois difficile, mais qui est aussi parfois encouragée de manière assez surprenante. Je me souviens d'un papa réfugié qui me disait assez récemment au Burkina Faso que lorsqu'il accompagne ses filles sur le chemin de l'école le matin, il leur dit systématiquement tous les matins en les laissant à l'école: n'oubliez pas les filles, n'oubliez pas que l'éducation doit être votre premier mari, toujours. Et j'ai trouvé ça joli, et en même temps c'est une problématique tellement importante dans la région que forcément ça nous interpelle, ça nous touche, on essaye de chercher des solutions innovantes pour essayer de contrer ça. Donc oui, ça c'est quelque chose qui m'a particulièrement marquée. Et par rapport à l'accès à l'enseignement supérieur, par rapport aux étudiants qui ont la possibilité de continuer l'enseignement supérieur, est-ce que vous avez des histoires justement encourageantes que vous pouvez partager avec nous pour nous montrer effectivement que c'est possible, qu'on peut faire des choses ? Oui, tout à fait. J'ai énormément de témoignages d'étudiants réfugiés qui ont pu accéder par exemple à l'université grâce à une bourse, et qui disent très souvent que l'éducation a été à la fois une bouée de sauvetage et un moteur pour eux. Et tous expriment de façon différente, mais avec le même enthousiasme et la même détermination, que l'accompagnement qu'on a pu leur fournir pour qu'ils puissent continuer leurs études et terminer leurs études, ils ont envie de le rendre à leur communauté d'origine, de le rendre à leur communauté d'accueil, et de pouvoir, donc beaucoup d'entre eux veulent s'investir dans des métiers du social ou du médical. Encore hier, j'avais au téléphone une jeune femme réfugiée qui vient de terminer ses études de médecine au Sénégal, et qui disait qu'elle avait fait ça vraiment pour pouvoir rendre à sa communauté d'accueil un service, un soutien, de la même manière qu'elle avait bénéficié d'un soutien pour pouvoir, en tant que réfugiée, continuer ses études dans son pays d'asile. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous inspire pour continuer ce travail d'experte en éducation, et de trouver des solutions en fait en matière d'accès à l'éducation pour les enfants déracinés, les enfants déplacés? Ce qui m'inspire, c'est d'abord j'essaye d'aller très régulièrement sur le terrain, voir les écoles, rencontrer les enseignants, rencontrer les élèves, parce que c'est eux qui m'inspirent.
les élèves réfugiés que je vois arriver à l'école et faire la classe parfois sous un arbre ou dans une classe à moitié écroulée avec juste une feuille de papier et un crayon et qui sont là malgré tout tous les jours et qui veulent apprendre, et les enseignants qui sont là et qui malgré les difficultés qu'ils expriment continuent à être là, à venir pour enseigner aux enfants. Je parlais tout à l'heure de nombreux maîtres parents qui viennent là de manière volontaire pour enseigner aux enfants sans recevoir de salaire, etc. C'est eux qui m'inspirent, c'est eux qui me motivent et c'est eux qui tous les matins me font me dire « Ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire de plus pour les aider ?» Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire pour avoir vraiment un impact, pour faciliter leur quotidien, pour s'assurer qu'ils aient peut-être ce petit truc en plus qui leur permettra de continuer l'école plus loin, d'avoir envie de se donner à fond pour trouver un métier. Qu'est-ce que nous on peut faire pour améliorer, donner ce petit coup de pouce? Et pour finir, cet échange, on demande à tous nos invités de citer une musique qu'ils aiment, qui les inspire justement et qu'ils ont envie de partager avec les auditeurs. Donc pour vous, ce serait quoi ? Je crois que ce serait un morceau d'un groupe de musique sénégalais qui s'appelle Orchestra Baobab. C'est un groupe qui est né à Dakar dans les années 70 et qui, en fait, quand on écoute les morceaux de ce groupe, on se rend compte de la diversité culturelle, musicale, instrumentale qui reflète la diversité de la région dans son ensemble. Donc je pense que ce serait cela. Merci beaucoup Charlotte. Merci Céline. Bul ma miin ba fàtte ma kon mu ñaaw. Bul ma miin lay lay la la. Bul ma miin ba fàtte ma kon mu ñaaw. Bul ma miin Bayran Jóob bul ma miin ba fàtte ma kon mu ñaaw. Bul ma miin lay lay la la lay lay la la. Bul ma miin ba fàtte ma kon mu ñaaw. Rani Salimata boo ñëwul mu ñaaw. Bayran boo ñëwul mu ñaaw. Salimatay Ama Njaay boo ñëwul mu ñaaw. Lay lay la la boo ñëwul